La faille dans le climat est apparue au grand jour avec la création du GIEC en 1988 et son premier rapport publié en 1990. Cette faille est en train de devenir un gouffre béant. Depuis le film de science-fiction Le jour d'après de Roland Emmerich en 2004 et le documentaire Une vérité qui dérange d'Al Gore en 2006, il y aura bientôt 20 ans, beaucoup trop peu semble avoir été fait pour s'attaquer véritablement au réchauffement climatique et à ses conséquences apparaissant de plus en plus catastrophiques au fur et à mesure que l'on commence à être capable de les simuler finement. Malgré l'accord de Paris signé en 2015, lui-même succédant au fragile protocole de Kyoto de 1997, la plupart des États ont pendant toute cette période considéré avec une bienveillance coupable le greenwashing plus ou moins habile orchestré par une partie du capitalisme tardif et même le business as usual, plus que jamais poursuivi par l'industrie fossile dans sa vaste majorité. Professor Hall, our economy is every bit as fragile as the environment. Perhaps you should keep that in mind before making sensationalist claims. À l'heure où une révolte populaire commence à véritablement apparaître ça et là, à l'heure où l'urgence fait désormais rage, que peut nous apprendre et nous faire saisir la science-fiction, plus que jamais politique en la matière? Pour commencer, il y a certainement quelques malentendus possibles qu'il faut dissiper. Il est tentant et éventuellement flatteur pour notre genre artistique préféré de supposer que chaque récit d'inondation globale, de glaciation ou de réchauffement, en remontant éventuellement jusqu'au déluge biblique, témoigne d'une préoccupation profonde pour le climat, bien avant l'apparition du trou dans la couche d'ozone et la création des conférences mondiales des parties prenantes au changement climatique, les COP, dont la 28e se tient actuellement aux Émirats arabes unis. Andrew Milner et James Bergman, dans leur bel article universitaire de 2018, intitulé « A Short Prehistory of Climate Fiction », ont minutieusement montré que ce n'est pas le cas. Le péril vient de la mer de John Wyndham en 1953, Inter-Ice Edge de Kobo Abe, l'auteur communiste japonais mondialement connu pour La Femme des Sables en 1958, L'Hiver éternel de John Christopher en 1962, It de Arthur Herzog en 1977, ou encore The Sea and the Summer de George Turner en 1980, par exemple, ne relient pas leur submersion ou leur glaciation au climat en tant que tel, mais à de simples phénomènes naturels, ce qui n'empêche pas déjà la présence de sceptiques moquant les prévisions des scientifiques jugés alarmistes. Toutes les fins apocalyptiques de l'humanité que nous réserve l'imaginaire ne sont pas dues au climat et moins encore à l'intervention humaine, si ce n'est bien sûr par le biais de la catastrophe nucléaire durant toutes les années 50, 60, 70 ou même 80. Antoine nous en parlera prochainement dans Planète B, mais on peut méditer en effet toute la différence existant entre deux films du même réalisateur, Roland Emmerich, Le jour d'après en 2004, incroyablement précurseur, et toujours davantage avec chaque année qui passe, et 2012 en 2009, dont la fable à effets spéciaux déchaînés tient au fond davantage de la farce, même si on y trouve, sous forme joliment métaphorique, l'illustration de ce mot d'Andreas Malm, dont on va reparler, « Les riches ont toujours un canot de sauvetage, du moins à court terme ». So tell me, Mr. Karpov, how much did you pay? €1 billion. Pay receipt. That's disgusting. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que l'aveuglement face à une catastrophe totalement exogène, au hasard une météorite menaçant de détruire l'espèce humaine, ne puisse pas constituer une puissante métaphore du refus de voir et d'agir à l'échelle nécessaire. Le récent Don't Look Up, Déni cosmique, en témoigne avec un certain éclat. We must act now. At this very moment, I say we sit tight and assess. Fine. Gotta get out of here. This place is a freak show. L'étude du climat passé par la géologie connaît un progrès décisif avec James Kroll en 1875 et Svante Arrhenius théorise l'effet de serre en 1896. Pendant tout le XXe siècle ou presque, néanmoins, la science-fiction suit d'assez loin la science et ne la précède pas. Dans les excellents Sécheresses du grand James Ballard en 1964, et même dans son lointain prédécesseur, La fin de la Terre, de J.H. Ronnier-Né, sauvagement visionnaire en 1910, ou dans Le troupeau aveugle de John Brunner en 1972, que nous avons déjà évoqué il y a 1 an dans notre épisode sur les pénuries, l'intervention humaine est manifeste dans la catastrophe globale, mais passe avant tout par la surexploitation des ressources et par la pollution généralisée, plutôt que par le réchauffement d'origine humaine.
The average annual rainfall hit another low. Rivers in major cities around the world are revealing dried up riverbeds, and sea levels are falling, posing challenges for desalination plants. The World Water Resource Council predicts the world's water will be reduced by 40% in the next 10 years. Nous avons déjà dit et répété ici que la science-fiction n'est ni un art ni une science de la prévision, mais bien plutôt de la compréhension intime des phénomènes présents par l'invention de pas de côté, de changements salutaires de point de vue que permet l'imaginaire. C'est peut-être bien dans la réalisation encore récente du rôle de l'intervention humaine dans le réchauffement climatique et dans ses conséquences que la fiction a pu apporter l'un de ses concours les plus notables, pour le dire plus directement, dans l'acceptation de la réalité anthropocène, terme introduit par Eugene Stormer en 1982, mais formalisé seulement en 2000, voire capitalocène par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour le climat et donc pour le vivant. Our economy is every bit as fragile as the environment. Le Suédois Andreas Malm démontre, parmi d'autres, mais avec la vigueur coutumière de l'auteur de Comment saboter un pipeline en 2021, dans son L'Anthropocène contre l'histoire, le réchauffement climatique à l'ère du capital de 2016, du côté des historiens et des sociologues, une réticence discrète ou manifeste, mais toujours troublante, face à la notion d'anthropocène. De moins en moins, à part peut-être du côté des plus zélés des politiquement conservateurs, mais surtout de capitalocène. L'espèce humaine est très inégalement responsable de la situation actuelle, et les riches de tout poil en portent une infiniment plus lourde part que les plus pauvres, même si ceux-ci sont beaucoup plus nombreux. Si vous suivez sur Blast les passionnantes émissions de Paloma Moritz, vous savez sans doute déjà tout cela. Si vous ne les suivez pas encore, faites-le, vraiment, ça vaut la peine. L'essayiste Mark Bould, britannique marxiste et exégète de la science-fiction la plus contemporaine, dans son Anthropocene Unconscious de 2022, va beaucoup plus loin que le grand romancier indien Amitav Ghosh avec son Grand dérangement, d'autres récits à l'ère de la crise climatique de 2016. Si l'art et la littérature en général s'emparent depuis les années 2000-2010 du réchauffement climatique, ils peinent à en tirer toutes les conséquences en termes de responsabilité et d'action nécessaires, oscillant le plus souvent entre ironie, schadenfreude et lamentation effondriste, comme le rappelaient aussi, chacun à leur manière, Yves Citon et Jacopo Rasmi dans leur génération collapsonaute, navigués par tant d'effondrements, et Alice Karabédian dans son utopie radicale, au-delà de l'imaginaire des cabanes et des ruines. Le consciencieux Stephen Baxter, dont le déluge de 2008 réussit pourtant la prouesse d'éviter toute allusion au réchauffement climatique, le tristement surplombant Martin Hirsch, dont le Solastalgie de 2023 imagine une fois de plus des élites conscientes et autoproclamées comme éclairées prendre les choses en main sans véritable remords après avoir causé le désastre, ou encore, dans un registre beaucoup plus terrifiant, l'infâme Michael Crichton et son fort climato-sceptique et conspirationniste État d'urgence de 2005 illustrent tous les trois, chacun à leur manière et à des degrés différents, cet autre déni cosmique, celui de la puissance intacte ou presque du capital fossile. Our economy is every bit as fragile as the environment. En matière de réchauffement climatique, la science-fiction excelle heureusement à mettre en évidence les phénomènes complexes, et notamment les interactions subtiles entre la science, la société et la politique. Je vais vous en donner deux grands exemples. Premier exemple, le réchauffement climatique crée d'ores et déjà des réfugiés climatiques. Phénomène qui va évidemment aller s'amplifiant, et là il sera plus difficile pour les pas si bien nommés pays d'accueil de leur demander de rester dans leur pays pour se battre, d'y arrêter les guerres et les exactions, ou encore de changer de religion. Comme l'avait montré par exemple Paolo Bacigalupi des Cités englouties de 2010-2017, tout cela est beaucoup plus difficile sous 2, 3 ou 6 mètres d'eau de mer, ou bien ailleurs avec le Jean-Marc Ligny de Aqua-TM en 2006, lorsque les nappes phréatiques ont disparu. 3 autrices remarquables nous plongent vivement dans cette réalité-là par le détour de l'imaginaire. La Française Luvan, dans son Susto de 2018, imagine un grand rassemblement cosmopolite de réfugiés au pied du mont Erebus en Antarctique, où la glace et le feu se rejoignent dans une douceur trompeuse, où la vulcanologie, les sciences sociales et le machiavélisme des élites dirigeantes se mêlent jusqu'au bout en un étonnant, rare twist narratif. La Canadienne Michelle Min-Sterling, dans son Camp Zéro de 2023, en imaginant un thriller dévastateur entre les cités flottantes de Boston envahies par les eaux et les étendues du Grand Nord, désormais appréciables et appréciées, nous montre que même dans les pays dits riches, les réfugiés climatiques seront là. Et qu'une fois de plus, si rien n'est fait, seul le pouvoir de la richesse imposera sa loi. À moins que, vous verrez par vous-même. La Française Elisa Bayram, dans son Premier jour de paix de 2023 également, recompose dans le détail et sur le terrain
les notions mêmes de médiation et de diplomatie dans un monde profondément modifié par le réchauffement climatique, où réfugiés et restes d'États-nations doivent apprendre à vivre ensemble et autrement. Deuxième exemple, le réchauffement climatique dispose de sa potion magique technologique, nous expliquent très prudemment les scientifiques, et beaucoup moins prudemment les propriétaires de capital, fossiles ou non fossiles, voyant là le moyen radical de poursuivre leurs activités actuelles, business as usual. Our economy is every bit as fragile as the environment. La géo-ingénierie est prête à entrer en scène, utiliser la technologie à grande échelle pour corriger et modifier le climat terrestre. La géographe Holly Jean Buck nous a offert en 2019 son essai magistral, intelligent et sainement engagé, After Geoengineering, Climate Tragedy, Repair and Restoration. La science-fiction apporte aussi ses contributions décisives dans ce domaine, de manière directe ou indirecte. Ainsi, la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson, entre 1992 et 1996, à propos de la terraformation éventuelle de la planète Mars, et compte tenu des données scientifiques disponibles à l'époque, explorait dans le détail les enjeux techniques, politiques et éthiques d'une entreprise massive de géo-ingénierie. Ainsi également, le film Le Transpersonnage, réalisé par Bong Joon-ho en 2013, modifiait une donnée apparemment anodine par rapport à la bande dessinée d'origine de Jacques Loeb et Jean-Marc Rochette en 1982, en introduisant l'idée que cet âge glaciaire provenait d'une surcorrection humaine massive et ratée du réchauffement climatique par la géo-ingénierie. First, the weather changed. The deniers knew why, but they still doomed us with their lies. War made the earth even hotter. Her ice melted, and all her species crashed. So the men of science tried to cool the earth, to reverse the damage they had sown. But instead, they froze her to the core. Beaucoup plus directement, 3 œuvres particulièrement marquantes abordent les complexités de ces défis techno-économiques qui sont infiniment plus politiques qu'ils ne le semblent d'abord. Le film Geostorm de Dean Devlin, en 2007, avec son réseau satellitaire de régulation du climat, mis en place après une série inédite de catastrophes naturelles, réseau protecteur bien entendu, mais pouvant être détourné le cas échéant pour d'autres usages, nous rappelle s'il était besoin la puissance des énergies mises en jeu par la géo-ingénierie et la difficulté de leur contrôle politique authentique. They gave the satellite net a technical name, but we all came to call it Dutch Boy, after the story of the child who plugged a dam with his finger. Neil Stephenson, dans son Choc terminal de 2021, orchestre avec un extrême brio, en parvenant à être simultanément tragique et hilarant, le choc des intérêts divergents, privés, publics ou nationaux, lorsqu'il s'agit d'injecter ou non du dioxyde de soufre dans la stratosphère. Grandes métropoles côtières menacées par les eaux, pays continentaux craignant au contraire la sécheresse, milliardaires texans et commandos indiens, il y a même ici une scène proprement inoubliable dans laquelle des pratiquants d'arts martiaux chinois et indiens s'affrontent à main nue dans la neige sur la frontière du Cachemire sous les objectifs insatiables d'Instagram et de YouTube. Norman Spinrad, dans son Bleu comme une orange de 1999, dont le titre américain Greenhouse Summer était tout de même, me semble-t-il, beaucoup plus parlant, réussit la prouesse en imaginant les dessous d'une conférence mondiale à la COP, dessous prenant principalement place à bord d'une péniche de luxe naviguant sur la Seine à Paris, de nous disséquer les dilemmes entourant potentiellement l'avidité capitaliste, également à l'œuvre en matière de géo-ingénierie. Our economy is every bit as fragile as the environment. En matière de réchauffement climatique pris dans son ensemble, avec ses causes et ses conséquences, la science-fiction n'est peut-être jamais aussi pertinente que lorsqu'elle développe une véritable approche systémique, seule à même peut-être de nous permettre de saisir, non seulement dans notre cerveau, mais aussi dans notre cœur et nos tripes, la complexité des intrications entre science et politique. Cette relation-là, si ambiguë, est au cœur de l'œuvre du véritable maître en la matière, Kim Stanley Robinson, et plus particulièrement de 4 de ses romans. SOS Antarctica, en 1997, imagine la lutte subtile d'un assemblage hétéroclite de scientifiques, de guides touristiques spécialisés, d'activistes conscients et de rarissimes politiciens éclairés pour défendre l'Antarctique et ses réserves de glace et de beauté naturelle contre les appétits des entreprises et des États à leur service direct ou indirect. La trilogie climatique entre 2004 et 2007, à travers plusieurs scientifiques confrontés de très près au bouleversement climatique, au programme de géo-ingénierie balbutiant,
aux appétits de certaines entreprises encore et aux bonnes volontés insuffisantes d'autres entreprises, traite comme jamais auparavant la question du lien entre la donnée scientifique et la décision ou l'absence de décision politique. New York 2140, en 2017, dans une ville qui ne dort jamais, mais où les premiers étages des immeubles de Manhattan sont désormais sous l'eau et où les déplacements se font en bateau, aborde avec une minutie hallucinante le rôle délétère de la finance dans le réchauffement climatique, mais aussi la manière dont elle pourrait peut-être être retournée au bénéfice de presque toutes et tous. Le ministère du Futur, enfin, en 2020, constitue vraiment une synthèse provisoire du travail au long cours de Kim Stanley Robinson, roman totalement polyphonique où s'expriment scientifiques, technocrates, simples humains, mais aussi molécules ou mécanismes financiers. Il nous plonge aux côtés d'une agence onusienne chargée des intérêts théoriques des générations à venir, dans le chaos d'une lutte désespérée, à la fois violente et méticuleuse, pour sauver l'humanité de la catastrophe annoncée. Our economy is every bit as fragile as the environment. Trêve de suspense, nous accueillerons donc très logiquement le mois prochain dans Planète B Kim Stanley Robinson pour évoquer avec lui son œuvre en général et le ministère du Futur qui vient de paraître en français en particulier. C'est la fin de cet épisode. En espérant qu'il vous a intéressé et plu, nous vous rappelons que Blast a absolument besoin de vous pour poursuivre et se développer en toute indépendance. Suivez-nous sans relâche et si vous le pouvez, abonnez-vous ou n'hésitez pas à nous faire un don.